Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui aura lieu tout à l'heure. J'étais très content que Isabelle m'appelle pour parler du métaverse parce que je ne connaissais absolument rien. Et en même temps, j'étais dans une entreprise dans l'enseignement à distance il y a encore quelques mois au moment où on devait faire la conférence, où justement, c'était des problématiques qui commençaient à apparaître. Alors, le métaverse, ça veut dire quoi? Tout le monde a fait du latin et du grec assidûment au lycée, dans ses humanités par la suite. Méta, c'est qui englobe. Métaphore, par exemple, voilà, métaphore qui compare. Donc, le méta qui englobe et verse vient d'universe. Le métaverse, en fait, il y a deux grandes définitions. C'est l'ensemble des mondes virtuels qui sont rattachés à Internet. Et puis, ça peut être également les univers qui vont au-delà. Au-delà, c'est un peu le terme, l'au-delà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout ce qui est non physique? Est-ce que c'est tangible? Qu'est-ce que les entreprises pourraient obtenir de ça? On va parler d'avatar, on va parler de deux choses aujourd'hui, c'est avec nos deux speakers. Donc Anne Blondet-Lejoie, merci d'être venue, et puis Pedro Apontes, je vais les laisser se présenter. Et dans leur domaine respectif, qui est l'univers des jeux et l'univers de l'éducation, de l'enseignement, enfin, je dis jeux, mais c'est pas limité qu'à ça. Et à quel niveau le métaverse va pouvoir se monétiser ou pas du tout? On a aussi promis qu'on ne parlera pas des NFT qui, pareil, peuvent apparaître dans le Metaverse. C'est déjà assez complexe de comprendre le Metaverse ce soir. Mais voilà, donc Anne Blondet, merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'on va se tutoyer? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et puis quelle est ta fonction aujourd'hui? Puis ensuite, Pedro se présentera et on rentrera dans le sujet sur le Metaverse. Très bien. Déjà, bonsoir à tous et à tous. Donc, Anne Blondet-Lejoie, moi je suis pro 95, je crois que c'était 96, donc c'est bien sûr. Donc, moi je travaille chez Ubisoft, en fait, c'était mon premier boulot. Je suis arrivée là-bas, j'étais même pas encore diplômée, je crois. Donc, ça, c'était en train de se faire. En tout cas, il n'y avait pas eu la remise de diplôme. Pour aller vite fait sur le parcours, moi j'ai toujours été joueuse, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, à Grenoble, on avait créé une association qui s'appelait Gamesbond à l'époque. On payait encore en francs et moi j'avais pas beaucoup de sous et je pouvais pas acheter des consoles comme je voulais, des jeux comme je voulais, donc on s'est dit bon, on va les acheter pour la sauce, puis on va la louer, et puis on va louer les jeux et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je crois que c'est un peu grâce à ça que je suis rentrée chez lui. Pendant 3 ans, j'avais fait jouer les autres étudiants, on faisait déjà du sport sur les murs, etc. On tuait des tomates à l'époque. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'après une école de commerce, je suis forcément rentrée côté business et puis moi j'ai fait pendant 5 ans en disant non, mais moi ce que je veux c'est faire de la prod. Je veux aussi faire des jeux. Et donc, j'ai eu la chance ensuite, après 5 ans de business, de passer en production que je n'ai pas quitté maintenant depuis 20 ans. J'ai accompagné, alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi quand je suis arrivée, on était 200, on est 20 000 aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je ne suis pas partie non plus. C'est un truc qu'on a construit tous ensemble, c'est une chance absolue, j'en suis consciente. La prod, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la prod qu'on appelle avec des développeurs. Alors je suis désolée, on a beaucoup d'anglicisme dans mon métier, donc des third parties, donc des gens qui ne sont pas salariés d'Ubisoft, mais qui sont un peu partout dans le monde et avec qui on travaille, c'est la collaboration. Ensuite, je suis passée en ce qu'on appelle en prod interne, donc j'ai accompagné des studios de prod. Aujourd'hui, on a 45 studios dans le monde entier, il y a 90 nationalités différentes qui travaillent, enfin c'est juste un truc dingue. Donc, je dis 20 000, il faut aller les chercher un peu partout. Et puis, depuis 3 ans, pour faire très très courte, en fait, je suis en charge d'une initiative qui s'appelle l'Open Innovation Accelerator, qui est un truc qui en fait cumule tout ce que j'ai pu faire auparavant, puisque mon boulot c'est d'aller trouver ce qu'on appelle les WizKids, alors les petits malins dans le marché du jeu, qui sont dans l'écosystème du jeu vidéo. On va trouver en fait des partenaires qui sont plus agiles, plus innovants et qui ont besoin en fait d'un gros, entre guillemets, un vieux, ils nous appellent le good uncle. Quelqu'un qui a besoin de gens comme nous pour pouvoir passer l'expérience et l'expertise. Et donc, c'est à ce titre qu'en fait, dans le côté Open Innovation, moi, je cherche des gens innovants et c'est à ce titre. Alors, vous parliez d'experts tout à l'heure. Moi, je ne suis pas experte en métaverse. Je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde en ce moment qui est expert du métaverse, mais en tout cas, c'est quelque chose de plus loin et puis c'est quelque chose de plus important, j'imagine. Voilà, j'essaie de la faire pour 25 ans. Je ne sais pas trop 5 minutes, 25 voilà. ans, 5 ans par minute, c'est très bien. Pedro, le challenge est difficile à te dire. Je suis Pedro Apontes, je suis diplômé de l'USQ en management stratégique et conduite du changement et j'ai passé les 30 dernières années à 2 tiers création d'activités start-up, pour faire simple, et 1 tiers enseignement. Donc je fête cette année mes 25 ans d'enseignement.
et un peu comme toi, je suis tombé dans les jeux quand j'étais petit. Alors, je suis resté dans une verticale très Flight Simulator, mais j'ai la totale de Flight Simulator. Et du coup, l'idée de travailler sur quelque chose qui n'existe pas encore, c'est ça mon moteur. Chez GEM, je suis chez GEM depuis 2013 sur le suivi des étudiants et puis depuis septembre dernier sur ce projet de campus virtuel dont on va peut-être parler. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais cette idée de créer quelque chose qui n'existe pas encore m'a séduit. Et je me suis dit, bingo, là il y a un truc où on va peut-être pouvoir marquer l'histoire avec quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus. Oh, ben voilà. Alors, Anne, justement, dans ton job, toi, aujourd'hui, on parle de metaverse, d'univers virtuel. Ça existe déjà. On a ceux qui jouent un petit peu comme moi sur leur téléphone. On a un petit personnage, un petit avatar. Je n'aurais pas un pseudo. Mais donc ça, on connaît un avatar, on peut se connecter, on met son identité, enfin, un faux mail, mais on se connecte dans l'univers virtuel, on récupère ses parties. Toi, il y a ça, mais comment vous comptez le développer encore plus et comment tu vois cet avenir-là? Quelles sont les pistes concrètes du metaverse pour vous, en tout cas les pistes de recherche? Alors, on a 3 pistes en ce moment. Donc, il y a l'intelligence artificielle, parce que ces mondes-là, pour qu'ils soient intéressants, pour que des gens comme vous et moi, mais l'idée des métavers, c'est qu'il y a encore plus de monde que juste vous et moi qui jouons ces mondes. Il faut amener des activités intéressantes. Alors, le jeu, c'est l'activité entre guillemets la plus évidente, parce que c'est un point commun entre nous tous, c'est que ça crée un lien social fort, mais c'est aussi le travail, c'est aussi le commerce. Donc, les intelligences artificielles en fait, permettent d'organiser tout ça de façon très accessible, très évidente, et sans avoir justement cette barrière qui peut faire peur en disant voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'arrive pas à me présenter. Déjà, l'Internet, c'était abstrait, alors le métaverse, encore plus. Donc, on travaille beaucoup en termes d'intelligence artificielle. On travaille aussi sur ce qu'on appelle le cloud computing, parce que pour pouvoir faire jouer des gens partout dans le monde, à n'importe quel moment, sur des mondes persistants, accessibles avec n'importe quel, tu parlais de ton téléphone, mais n'importe quelle console, support, merci, j'allais dire device, mais merci. Non, mais je sais, mais je suis pas tendance. Donc, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'on n'a pas les capacités techniques, personne ne les a, pour pouvoir permettre d'ouvrir ces mondes à autant de monde d'un seul coup, pour que tout le monde soit présent. Il y a la persistance. Vous arrivez, le monde a continué à évoluer, vous rentrez, vous repartez, ce que vous avez fait a impacté le monde. Donc, la puissance de calcul est très, très importante. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qu'on appelle réalité virtuelle, parce qu'on sait qu'une façon d'émuler ces mondes virtuels, c'est avec les fameux casques que vous avez certainement déjà vu, par exemple Oculus. Donc ça, c'est une autre piste qu'on suit. Et donc, on essaie de voir comment merger tout ça. Et l'avantage qu'on a, c'est vrai, en faisant des jeux vidéo, nous, des mondes virtuels, et surtout Ubisoft, c'est un peu notre marque de fabrique. Ça fait 35 ans qu'on en fait. Et on a commencé, c'était juste des petits jeux de texte. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Il y avait une impulsion donnée à la machine posait des questions. C'est un peu comme un livre où vous êtes le héros, et puis on choisissait, et hop, 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 c'était reparti. Et depuis, ça s'est amélioré, puisqu'on crée des mondes très, très réalistes qui permettent même de reproduire Notre-Dame. Récemment, on a ressorti tout ça avec, malheureusement, ce qui est arrivé à la cathédrale. Tout ça pour dire que nous, on a une petite longueur d'avance parce qu'on a déjà créé ces mondes. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir déjà spontanément en disant vous savez comment rendre un truc informatique des 0 et des 1 un truc un petit peu intéressant et interactif. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et bien évidemment, on a très très envie de travailler avec des gens qui justement pourraient utiliser le monde pour faire autre chose que du jeu. Donc, voilà. Alors, typiquement, ça pourrait être quoi d'une part? Tu parles de monde persistant, c'est quoi Alors, un monde persistant, c'est un monde qui existe quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que si vous voulez représenter un monde qui n'est pas persistant, c'est le monde n'existe que quand vous appuyez sur votre console, que vous prenez votre manette. Il se crée à ce moment-là juste pour vous, de zéro. Alors, bien évidemment, il y a un programme que vous faites tourner. Mais là, entre guillemets, il y a le programme, en fait, qui tourne en permanence dans le cloud. Alors, je prends un exemple. Je ne sais pas toi qui fais le jeu là. Non, mais je prends mon petit neveu qui adore farming. Donc, tu plantes ton blé. Tu es absent, tu reviens de ton blé qui a poussé. C'est exactement ça. Et tu peux même avoir été demandé à certains de tes petits copains de venir ramasser le blé à ta place. Tu leur auras mis un petit contrat et tu leur donneras de la monnaie virtuelle dans le jeu et tu les récompenseras parce qu'ils sont bien occupés de ton blé. Ça, c'est déjà un petit côté métaverse intéressant. En fait, ce qu'il faut voir, le métaverse, c'est vraiment ce côté
côté très social. Vous vous retrouvez dans quelque chose de virtuel, mais en fait, vous refaites des choses que vous faites dans la vie réelle. Et donc, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est comment ça ne vient pas remplacer, ça vient en complément en fait, de votre vie. D'accord. Et au niveau de la réalité virtuelle, c'est quelque chose vers quoi vous orientez beaucoup, c'est pour un avenir, un futur. Donc, tu parles du casque Oculus, typiquement, enfin, un casque, peu importe le support, mais est-ce que c'est quelque chose pour vous et l'avenir, ou est-ce que ça va être une partie et les gens continueront à avoir leur support? Moi, je pense que c'est ou est-ce qu'on se voit demain, j'ai vu que Dyson a sorti un nouveau webcam qui filtre l'air, est-ce que les gens aura tous, on se baladera dans la rue avec des... Il y avait Google qui avait lancé des lunettes d'ailleurs. Non, je pense que c'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas la réponse. En fait, ce qui est intéressant dans le métaverse aussi, c'est que chacun doit pouvoir trouver sa façon de s'exprimer, d'exister et d'interagir avec cet univers. Il y en a qui ont très très envie de se sentir complètement immergés dedans, et donc effectivement, c'est Google Oculus va le permettre. Il y en a qui ont juste envie de pouvoir le faire sur un téléphone parce qu'ils sont dans le métro, parce que... Voilà, donc non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va pouvoir consommer, entre guillemets, ou en tout cas interagir avec ce monde virtuel, avec les gens qui sont présents, les avatars qui sont présents, avec le device qu'ils souhaitent. Alors justement, si voilà, Pedro, on parle virtuel, on parle implication aussi commerciale demain. Concrètement, toi, dans ton job, comment tu vois le metaverse, comment tu comptes le développer, l'utiliser? Et on parlait d'avatar, et je voulais venir aussi sur cette notion d'avatar virtuel, où on crée un petit personnage de jeu. Est-ce que demain, on ne pourrait pas avoir un avatar quasiment réel qui pourrait faire des tâches à la place? Je prends un exemple. Pour faire un visa pour aller à l'étranger, il y a des sociétés qui proposent de faire le visa de place. Parce que demain, on n'aurait pas un petit personnage, un avatar, en disant voilà, tu vas dans la société, tu négocies avec la société, elle va te faire le visa, et en prenant le téléphone, on montre son visage, et comme ça, on verrouille sa vraie identité. Et quelle est la différence pour toi demain entre l'avatar virtuel, l'avatar réel, et toi, surtout, à l'école de commerce, comment vous comptez utiliser ces nouveaux médias? Alors, on va peut-être revenir à quelque chose de réaliste. Bien sûr. Ça pourra peut-être exister. Est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 25 ans, dans 50 ans? On ne sait pas, mais voilà, il faut du temps. Pour toute la bonne raison, il faut du temps. D'ailleurs, nous, à l'école, on n'utilise pas le mot métavers parce que c'est tellement en train de devenir un fourre-tout qu'on se dit non, on ne touche pas. On fait un campus virtuel. Et un campus virtuel qui a deux grandes composantes. Une composante 2D, qu'on pourrait assimiler à de l'e-learning, du MOOC, que vous utilisez tous à peu près aujourd'hui, avec des parties onboarding, des parties catalogue. On va pouvoir accéder au contenu. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il y aura des surprises. Et puis, vous pourrez dire, tiens, ça, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le consommer maintenant ou demain, et je peux être là en ligne et le consommer. Il y aura un carte bleue, vous pourrez vous abonner et consommer. Donc, ce sera du vrai commerce. C'est une nouvelle business line pour l'école. Et puis, à côté de ça, il y a l'environnement VR, 3D, dans lequel, nous, aujourd'hui, on est certain que nos étudiants, même nos externes, n'ont pas encore suffisamment acquis de casque pour pouvoir se dire on va tout développer au travers du casque. Ce n'est pas possible. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est que quand on joue, on peut assez facilement rester 1 heure sous le casque. Quand on est à l'école, au-delà de 20 minutes, ça devient extrêmement compliqué. On suffoque dans le casque. Donc, on s'est dit, non, on va démarrer doucement avec des devices de type téléphone, tablette, parce qu'on aura certainement 250 Chinois à Pékin qui seront dans les programmes diplômants de GEM, qui ne viendront pas à Grenoble, mais qui suivront les mêmes programmes via les Silaflex avec les autres étudiants. Et aujourd'hui, on est incapable de dire quelle liaison ils ont, quel device ils ont, quelle capacité finalement d'action ils ont sur place. Donc, on est obligé de démarrer sur quelque chose d'assez bas. Pourtant, on va quand même démarrer avec des avatars qui ressemblent aux étudiants. Parce qu'un des objectifs, évidemment, vous l'avez tous connu en étant dans nos cours, c'est de sociabiliser entre vous, de créer ce réseau qui fait que quand on sort, on peut s'appeler en disant « Tiens, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet-là » On se connaît suffisamment, on a partagé plein de choses. Et bien là, on doit reproduire cette relation de promo, cette relation à l'école. Et là, évidemment, si on fait des avatars qui sont trop éloignés de la réalité, on aura du mal à se reconnaître dans la rue. Nous, on est parti sur l'option de dire on fait quelque chose d'extrêmement réaliste.
pour qu'on puisse se reconnaître. Ce matin, on a eu une grosse réunion avec le spécialiste des avatars pour voir comment est-ce qu'on pourrait avoir assez rapidement le mouvement de la bouche, des yeux, pour avoir les expressions. On est tous ensemble là, on se voit, je vous regarde, je vois bien si à un moment donné vous comprenez ce que je raconte ou pas, si vous avez le sourire ou pas. Si on est sur des avatars complètement figés, on ne voit rien. J'ai vu des petits avatars rigolos, c'est très rigolo, c'est des petits cochons avec des petits œufs qui ressemblent à la tête. Mais en réalité, en termes d'émotion, c'est zéro. Or, nous, on est bien sur quelque chose où on est sur de l'enseignement, c'est du sérieux, donc on vient dans une posture qui est de l'enseignement. On ne mettra pas, je rassure tout le monde, on m'a refusé les uniformes, donc il n'y aura pas d'uniforme comme habit pour les avatars, mais on est dans une démarche qui va être, je rentre dans le rôle de j'aime et à partir de là, je change d'attitude par rapport à comment j'étais à l'extérieur. Et là, je suis dans une démarche qui va vers une salle de cours, parce que je vais en cours où je vais faire des activités. On est en train d'imaginer des trucs complètement dingues. Alors, vous aurez vos espaces, vous, alumni, vous aurez vos espaces. Avec Isabelle, on a fait des réunions avec les représentants pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les alumni. On a plein d'idées, complètement dingues, et notamment des communautés par verticale de métier et des communautés par tranche d'âge de diplôme, pour pouvoir échanger entre vous, pour pouvoir être aussi les acteurs d'un certain nombre de sujets. Vous aurez comme des petites masterclass de 10 minutes à 1 heure pour pouvoir présenter des sujets, des thématiques qui vous sont chères et que vous avez envie de partager avec les autres. C'est un outil, donc on crée une plateforme. La première version sortira au mois de juin et on va se mettre à tester sur l'été. Et si on n'a pas de difficultés majeures, normalement, on vous l'ouvrira à partir de l'automne 2022. J'en profite puisque j'ai Norman ici dans la salle. Donc Norman fait partie du COMEX de la société Inetum. 27 000 collaborateurs présents dans 28 pays. Nous avons signé avec la société Inetum le 18 mars dernier un gros partenariat de collaboration, de coproduction de ce campus virtuel. L'objectif pour GEM, mais aussi pour Inetum, c'est que nous allions proposer ce campus virtuel à d'autres établissements. Donc ce sera le campus pour GEM, mais aussi pour d'autres établissements. GEM va certainement devenir, tout comme Inetum d'ailleurs, une référence dans le sujet des campus virtuels. Ça veut dire quoi? C'est que l'architecture en fait du campus serait partagée, on achèterait la structure en fait d'enseignement et demain d'autres écoles pourraient utiliser la même structure. Exactement. Et au-dessus de cette structure, on va créer le plus gros catalogue de contenu en ligne partagé entre toutes les écoles. Sans trahir de chiffres, mais on imagine que c'est très stratégique pour l'enseignement aujourd'hui, tout comme j'imagine chez Ubisoft, vu que les concurrents doivent également s'intéresser à ça. C'est très stratégique au niveau de l'enseignement. Est-ce que tu as des échelles à nous donner de grandeur où on voit bien que, par exemple, tu parlais de la Chine, les étudiants chinois, déjà à mon époque, il y a 20 ans, il y en avait 100 à peu près. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est vraiment développer l'éducation, la tech partout dans le monde. Et ça, stratégiquement, c'est quoi? Multiplié par 2, 3, 4, 10. L'école de commerce, virtuellement, on peut aller jusqu'à combien? Est-ce qu'il y a une limite qu'on se fixe là? Il n'y a pas de limite. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague un jour, on discutait avec un partenaire, il m'a dit il faut que tu prennes 1% de ce qu'ils font eux. 1%, c'est 750 000 apprenants en ligne. Pour l'instant, on est sur une base de 150 000 apprenants. Donc, je ne donne pas de terme. À quel terme on sera à 150 000? Je ne sais pas. Assez rapidement, on sera à plus de 60 000 dans les 3-4 prochaines années facilement. Rien qu'avec les alumni et les internes, on est déjà à 60 000 apprenants en ligne. Donc, les 150 000 après, ce sera peut-être de 300 000. D'accord. Anne, pour revenir justement, alors les applications, là, vous travaillez sur des nouveaux jeux, vous vous basez beaucoup déjà sur les jeux, vos succès existants. Est-ce que tu peux me citer quelques jeux, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les jeux Ubisoft par cœur? Alors, Assassin's Creed, Far Cry, les jeux aussi auxquels certains de nos enfants doivent jouer, j'espère, Just Dance, Les Lapins Crétins. On a un petit peu de tout en fait dans notre catalogue. On a aussi Rainbow Six.
Donc, on a développé ces 2 dernières années, en fait, ce qu'on appelle des games as a service, des jeux qui se jouent en ligne et qui, en fait, au lieu d'être comme des produits frais, entre guillemets, ou qui ont une durée de vie de 3 à 6 mois, en fait, c'est des jeux qui s'étendent sur, là, notre plus long pour le moment, il a 7 ans. Et on en a 2, c'est The Crew et Rainbow Six. Et en fait, effectivement, on se base sur toute cette expertise à la fois technologique, parce que ça nous permet de faire rentrer les joueurs au fur et à mesure. Tu parlais tout à l'heure d'une échelle de grandeur. Le jeu en ce moment, il y a 2 jeux en ce moment dans le monde qui permettent d'avoir beaucoup de monde, enfin qui ont des gros chiffres. C'est Fortnite, avec ils sont à 100 millions de joueurs, et Roblox, où ils sont à 50 millions de joueurs. L'objectif, l'objectif qu'on se fixe, et la concurrence se fixe ça aussi, c'est d'avoir 1 milliard de joueurs. L'idée, c'est de se dire que c'est des jeux qui sont capables d'être suffisamment attirants, suffisamment engageants pour que autant de personnes de partout dans le monde aient envie de se retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que sur Roblox et sur Fortnite, effectivement, les gens rentrent par le jeu, mais au final, ils passent plus de temps, et si à l'époque, vous avez joué à World of Warcraft, par exemple, ils passent plus de temps à papoter et à se retrouver comme si c'était dans le mall, en fait. Ils se retrouvent là pour parler ensemble et pour créer tout ça. Donc, ce que je disais, c'est que techniquement, on s'inspire de tout ce qu'on a déjà fait ces 2 dernières années. Sur les mondes, on sait créer des mondes, et puis après, le reste, on fait comme tout le monde, on itère, on expérimente, on tente des choses, on voit comment les utilisateurs réagissent. Et surtout, je pense que la clé, et c'est ça que le Game as a Service nous a appris, c'est que plutôt que de décider nous ce que vont faire les joueurs, en fait, ces métaverses, on les conçoit vraiment quand on donne des outils, des instruments. Il faut voir ça comme une espèce de bac à sable, où en fait, c'est ensuite les joueurs qui vont créer la relation entre eux, qui vont décider quand est-ce qu'ils se voient, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'habillent. Effectivement, moi, je trouve les avatars, j'aurais peut-être une approche. C'est vrai que dans le sentiment, on peut peut-être se permettre d'être aussi vaste, mais si vous avez des enfants qui sont nés dans les années 2010, vous devriez savoir que, par exemple, ils changent leurs avatars tous les jours, presque. C'est-à-dire qu'en fonction de l'humeur de la journée et de comment ils se réveillent, de ce qu'ils ont envie de véhiculer à leurs copains, ils changent leur avatar. Moi, je crois que mon avatar, je l'ai fait une fois et c'est terminé, je n'ai plus jamais touché, je ne sais même plus comment il ressemble. Et voilà. Et eux, c'est quelque chose qui est très, très fort et qui véhicule beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je parlais des outils et des instruments, c'est ça que nous, on veut amener, c'est de se dire, toi, tu as envie d'être comme ça aujourd'hui, ben, tu peux l'être. Tu as envie demain du chapeau de sorcière, tu as envie d'avoir des ailes, et ben, tu as le droit. Et puis après-demain, tu as envie d'être invisible, ben, tu seras invisible. Et donc, les outils et les instruments, c'est vraiment de se dire, on est dans un truc complètement décentralisé. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé aussi du métaverse. C'est décentralisé. On a mis les outils et les instruments, et après, c'est à la communauté de joueurs de décider ce qu'ils vont faire et comment ils vont interagir les uns avec les autres. Alors, tu parlais justement d'avatar, et on reste dans le métavers, c'est des univers donc, qui sont parallèles, mais en même temps, comme tu le dis, on représente son personnage, on peut être avec des amis. Alors, où on met des limites, pas qu'ils dérivent aussi bien de harcèlement, que les enfants puissent. Il y a une publicité actuellement à la télé où c'est quoi la teinture de cheveux de ta maman, et d'un seul coup on se regarde, c'est sur la sécurité informatique. Par les enfants, on peut obtenir plein d'informations sur les parents. Donc, vous, c'est quoi un petit peu vos limites et qu'est-ce que vous faites justement pour faire attention dans ces mondes virtuels, pour ne pas avoir de péril ou d'écueil pour les Alors, il y a de la modération. En fait, ça fait partie effectivement de notre responsabilité en tant qu'entreprise. On fait très attention. On a des outils à la fois humains et d'intelligence artificielle qui nous permettent en fait, de monitorer le plus possible tout ce qui se passe. Il y a aussi de l'automodération. Les joueurs qui tiennent à leur communauté, ils n'ont pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne hurler sur l'autre ou les empêcher d'avoir le fun qu'ils ont envie d'avoir. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il faut savoir, alors il n'y a pas grand monde qui le sait parce que finalement, de côté décentralisé, et c'est quelque chose qui est décentralisé, donc ça n'a pas pris. Il y a quand même une charte des droits des avatars qui existe depuis l'an 2000. Et en fait, normalement, chacun doit respecter le droit des avatars. Donc, c'est le droit à l'intégrité physique, c'est le droit à l'intégrité intellectuelle, enfin, c'est le droit vraiment à tout ce que les êtres humains, auxquels les êtres humains ont droit. Ça, c'est dans cette charte. Pour l'instant, elle n'est pas adoptée par tout le monde, mais je pense qu'en tant que fournisseur de ces métaverses, puisque moi, je considère qu'il y en a plusieurs qui vont être... c'est ça qui est intéressant dans le terme métaverse, c'est que c'est à la fois les contenus et le contenant dans son ensemble, un peu comme Internet, en fait. Internet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas représenter, et pourtant, Internet, c'est aussi les différents sites. Le métaverse, c'est la même chose, c'est juste l'Internet 3.0. Vous imaginez ça en 3D plutôt qu'en 2D à plat, et après, c'est exactement la même chose.
Donc, nous, notre responsabilité, c'est de nous assurer que ça ne déconne pas et que les gens sont, et donc on peut bannir des comptes. Généralement, on fait un check et donc les faux intermédiaires, ça permet de les aider, ça ne marche pas. C'est 50 000 va disparaître. Voilà. Et puis voilà, il faut savoir aussi, à nouveau, c'est que les gens qui vont être dans le métaverse, alors c'est vous et moi qui en parlons aujourd'hui, mais c'est pas vous et moi qui allons être dans le métaverse, c'est, tu disais très justement, c'est dans combien de temps? C'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ils ont tellement l'habitude de ça, c'est des natifs. Moi, je me souviens, on rigolait quand on voyait les gamins de 3-4 ans qui étaient avec des tablettes dans les mains et qui prenaient un journal, et il y avait plein de vidéos YouTube où c'était rigolo, parce qu'on se moquait d'eux, parce qu'ils essayaient de faire ça avec un journal. Ouais, ça va être pareil, le métaverse, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'Internet comme nous, on n'a jamais pensé pouvoir l'utiliser, et il va y avoir En fait, c'est un saut presque quantique pour nous, alors qu'en fait, eux, c'est une progression qui est en train de se faire naturellement. Je pense que là, en ce moment, c'est très à la mode, parce qu'il y a toute cette pandémie qui fait que les gens ne pouvaient plus se retrouver en physique, et donc ils avaient besoin de se retrouver quelque part, et d'un seul, ah bah oui, finalement, ce truc-là, je ne sais pas trop à quoi ça servait, c'est juste pour s'amuser, ça peut être autre chose. Alors justement, en termes de développement commercial, est-ce qu'on peut considérer éventuellement un enfant qui a un atavisme pour les animaux, c'est-à-dire que dans un jeu de culture, que demain, des entreprises qui vendent des contenus pour être assistant vétérinaire ou vétérinaire, est-ce que vous pensiez justement, ou du commerce, des gens qui se mettent à vendre des choses, quand j'ai une boutique dans mon univers parallèle, là, vous avez des formations commerciales qui existent et vous pouvez vous orienter. Est-ce que vous pensez justement à cette monétisation, de se dire on va pouvoir prendre de la publicité, par exemple de Gênes qui va venir vendre des formations? Est-ce que c'est déjà des réflexions en place? Est-ce que déjà vous le faites? Est-ce qu'il y a déjà des contrats de partenariat dans vos jeux pour inciter alors les marques, j'imagine que vous faites déjà? Alors les marques, elles frappent beaucoup à la porte. Alors c'est surtout. Mais vous faites déjà ça, les marques? Oui, ça nous arrive, mais en fait, c'est surtout par rapport à ce que veut vraiment l'utilisateur. C'est-à-dire que quand il est dans Roblox, oui, il accepte qu'il y ait un fashion week, Gucci, ou des choses qui sont par Nike, parce que c'est dans le trip et que c'est pour pouvoir avoir un avatar incroyable, c'est chouette. Oui, il y a certains jeux, dans un jeu comme Far Cry, qu'est-ce que tu vas mettre dans le ça dépend vraiment. Mais il faut toujours, je pense, et c'est ça qui va faire hyper intéressant, c'est qu'on va renverser la relation entre le commerçant entre guillemets, et l'acheteur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisateur qui va décider où il va, quand il va, etc. Et ça va être à l'acheteur de se mettre encore plus au service de ses utilisateurs et toujours de raisonner en disant bon, bah, moi, mon utilisateur, il est qui, il est où, il fait quoi, et qu'est-ce que j'ai envie de lui vendre, et est-ce que vraiment ce que je lui propose, c'est ce qu'il veut là maintenant tout de suite, et est-ce que c'est la bonne formule, est-ce que c'est au bon prix, le bon timing, etc. Donc, je trouve ça génial. Enfin, si tu aimes la vente, c'est un moment fabuleux parce que alors là, c'est presque à la personne près. Quand tu imagines que tu peux faire rentrer, je sais pas, 1 milliard de personnes dans ton métavers, tu raisonnes à la personne près et c'est super parce qu'il faut penser à chaque fois et là, tu vas vraiment faire des ventes, tu vas faire des choses intéressantes. Donc, je pense que pour le moment, moi, ce qu'on voit arriver pour le moment, c'est plutôt le côté, il n'y a pas de monétisation à proprement parler. C'est plus un peu comme Wikipédia ou YouTube, où tu as laissé un contenu juste dingue et il y a des gens qui sont là pour t'aider à te retrouver et puis tu as toute ta petite communauté qui te permet d'avancer un peu plus loin. Les monétisations, bien sûr, il y en aura et il en faut, bien sûr, puisque il faut développer et s'il n'y a pas d'argent, les développeurs, ils sont comme. Enfin, les développeurs, ils ont besoin de manger, ils vont mettre un truc sur leur tête, ils ont des familles. Bien sûr, bien sûr. C'est juste, est-ce que ça vient dans le business model? C'est vraiment pour vous quelque chose déjà très important. C'est le début, en fait. On commence à en parler. Je pense que d'abord, il faut que l'expérience soit bonne, il faut que les utilisateurs se sentent en sécurité, ça donne tout à fait raison, et qu'ensuite, ils trouvent ce qu'ils voulaient venir chercher. Et alors, à partir de ce moment-là, la récompense, c'est la monétisation. Je pense que si on pense à l'envers, tout de suite, puis en plus, nos utilisateurs sont très conscients de tout ça. À nouveau, ils sont dans le jeu vidéo, les futurs vont discuter encore plus de choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à quoi ça sert, en quoi c'est bien pour l'utilisateur, et une fois que c'est bien et qu'on est sûr qu'on a fait le devoir, alors là, la motivation est presque évidente. Alors Pedro, justement, pour en revenir à ça, est-ce que dans les développements, les nouvelles générations qui arrivent, qui sont peut-être au lycée, en prépa et qui sont dans ces univers-là, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui où tu dis tout le début, mais est-ce qu'on commence à s'adresser un petit peu à cette réflexion de recrutement
à travers justement le métaverse, où pas du tout on se dit que c'est dans 10 ans, dans 20 ans, ou est-ce que ça va arriver très vite, on voit que les choses bougent. Avec le Covid, l'enseignement à distance, il y a eu un basculement vers l'enseignement à distance qui a été énorme ces dernières années. Donc, t'en es où toi de cette réflexion et qu'est-ce que tu souhaiterais, comment tu imagines un petit peu, quelle perspective? Le premier communiqué de presse sort ces jours-ci. Allez, au pire, lundi, il devrait sortir. Il va sortir là pour une raison très simple, c'est qu'on a en ce moment les étudiants qui sortent de prépa et qui vont s'inscrire dans notre concours. Évidemment que c'est une bonne raison pour venir chez GEM, lorsqu'on sait qu'il y aura un campus virtuel qui va être disponible pour les étudiants à partir de l'automne. Les premiers cours auront lieu à l'automne. Donc oui, c'est une force d'attraction pour l'école, pour les faire venir. Ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui et qui se disent oui, mais aller à Grenoble ou à Paris, c'est pas trop mon truc. Évidemment, ils sont très intéressés à entendre qu'ils pourront rester chez eux et nombreux et pouvoir tout à fait suivre le parcours diplômant de l'école. Donc il y a cette attractivité qui se met en place et qui offre des nouvelles perspectives parce qu'on est sur quelque chose où on élimine et le temps et la distance. Demain, j'ai envie de suivre un cours de marketing d'Yvon Lorenz à Grenoble ou de Marc Spencer du côté des laits. Je me lèverai à la bonne heure pour suivre en live son cours. Et là, le temps n'a plus d'importance. On est sur quelque chose où qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apprendre plus vite, mieux, dans des meilleures conditions, avec une expérimentation où on met énormément d'efforts sur les expériences immersives. Sincèrement, quand on regarde, quand on gagne, on est super content, on gagne, donc on y va, et puis ça marche, parce qu'on n'est pas en question. C'est quand on perd qu'on se remet en question. Ce qu'on est en train de créer va permettre d'immerger les apprenants, pas que les étudiants, vous aussi, dans des situations immersives, dans lesquelles on va vous permettre de changer les hypothèses de travail pour avoir des résultats différents et pour expérimenter des nouvelles choses. Et le faire avec de l'émotion. Vous serez peut-être dans un train TGV et vous aurez une mission qui est de prendre connaissance d'un certain nombre de documents. Et ce que vous n'avez pas saisi au début du jeu, c'est qu'en réalité, tous les gens qui sont autour de vous, ils sont là pour vous piquer vos informations. Vous le faites une fois, on fait le débrief. Je vous garantis que derrière, vous ne lirez plus les rapports confidentiels dans le TGV. Mais tant que vous n'avez pas rencontré cette situation dans le réel, ben vous continuez à ouvrir les rapports confidentiels, à les lire. J'étais dans le TGV il y a 2 jours. J'ai lu quasiment l'intégralité d'un rapport sur du traitement CO2 transcritique. La personne ne s'est rendue compte de rien. Et ça, tous les jours, ça nous arrive. Et ça arrive tous les jours au cadre des grandes entreprises, des petites, dans les transports en commun. Donc voilà le type d'expérience qu'on va mettre en place qui va permettre d'immerger l'apprenant dans une situation qu'on aura préprogrammée, dans laquelle on saura où il va et comment il va. Et on pourra la refaire 10 fois s'il faut, pour qu'à un moment donné, il améliore à chaque fois son comportement, ses réflexes. Mais comme dans n'importe quel simulateur, c'est en testant, en refaisant. C'est un peu comme quand on fait la cuisine. La première fois, c'est rarement bon. Et bien, on reteste et on recommence. Là, ça va être le même processus. On va peut-être retester 10 fois, on va peut-être dialoguer avec des avatars qui seront en réalité des bots, mais qui vont réagir par rapport à ce qu'on fera. Et puis, on aura des résultats différents. Et ça, dans un monde qui, graphiquement, ressemblera peut-être à Assassin's Creed, si tout va bien. En moins décimé, mais en plus réaliste. Mais c'est ça. Et avec pas de mort, si possible. Non, on va éviter. Vous pouvez jouer à Assassin's Creed sans... bien sûr, il y a Assassin's Creed Odyssey. Vous vous trouvez en glace antique qui vous emmène. C'est des lignes qui suppriment certains films où il n'y a pas de... Non, pas du tout. C'est une version non, mais c'est un choix, c'est justement pour ça. En fait, il y avait des gens qui avaient envie de profiter du fait qu'effectivement, on travaille avec des historiens, des géographes, pour essayer d'être le plus réaliste possible. Et on s'est dit, c'est dommage que ce ne soit pas utilisé pour en plus des choses. C'est bien aussi de le faire. Bien sûr, ça soulage différents rituels. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce moment de la conférence pour vos entreprises demain? Est-ce que vous avez une expérience à partager aussi l'utilisation du virtuel? Pas pour le moment.
à la fois une expérience et à la fois une question. Je vais commencer par l'expérience, ce sera plus simple. Donc, mon entreprise, elle est dans la santé. On fabrique des dispositifs médicaux et en fait, dans le cadre de Training and Education, de l'apprentissage, en fait, nous, on est en train de développer aussi en phase avec cet univers du métaverse, justement des enseignements qui sont connectés à distance, pour que chacun puisse se joindre, mettre des lunettes, avoir des petits gants et vraiment toucher la chose. Parce qu'en fait, nous, on travaille avec des chirurgiens et donc la procédure nécessite d'avoir une implication physique avec le patient et avec le produit. Donc effectivement, moi, ça part tout à fait. Et au début, je me suis dit, oh, c'est un peu un autre gadget, mais en fait, quand on utilise le produit, c'est vrai que c'est autre chose. Et puis, nos clients sont très intéressés par ça, même si ce n'est pas les plus jeunes ou les plus tech-savvy qu'on peut trouver. Ma question, elle porte sur un autre sujet. C'est chouette comme technologie, comme nouvel univers. Il y a une question de fond moi, qui est permanente, c'est quel est l'impact en fait, social, quelle est l'inclination sociale vers laquelle on va en développant tous ces univers et finalement en créant des réalités qui sont très alternatives mais qui en fait peuvent nous enfermer ou créer des effets psychologiques. Je vais bien répondre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études, une dizaine d'études au niveau mondial sur la solitude engendrée par le numérique. Je suis dans le numérique depuis les années 90, donc je l'assume très bien. On a sur les tranches de 18 à 35 ans, qui est quand même la tranche la plus dynamique, suivant les pays, c'est de 40% à 65% des gens qui se sentent seuls très régulièrement. C'est-à-dire qu'ils sont potentiellement en train de jouer avec plein de monde, mais ils ont ce sentiment de solitude. Et ils ont en plus, qui vient se rajouter à ça, un sentiment qui est de « je ne suis pas à la hauteur, je suis trop jeune ». C'est une vraie problématique, hein. C'est une vraie problématique qui est prise en compte par l'OCDE, par l'ONU. Comment est-ce qu'on va arriver à contourner ça? Dans notre campus virtuel, on a mis l'accent très fort sur la sociabilisation. Y compris, il y aura des icebreakers qui permettront aux gens de se trouver côte à côte. Et si on ne sait pas ce qu'on veut se dire, eh bien, on aura l'aide externe pour dire, ben voilà, une question par laquelle tu peux commencer. Et ça te permettra d'entamer la discussion et effectivement de maintenir ce lien et en tout cas de le créer, ce lien social. Alors, il y avait juste une question avant. C'était deux petites questions. Une, Pedro, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour lancer la réflexion pour un campus virtuel pour l'école à Grenoble? Et pour Anne, la question c'est qu'est-ce qui différencie maintenant le métaverse de 2030 que Ubisoft proposait, est-ce qui était déjà proposé dans les années 2000 avec d'autres jeux comme Second Life, qui avait déjà proposé ces interactions, cette notion de commerce, l'échange avec les personnes et là ce côté du monde persistant. Je commence. Je pense qu'il y a deux choses. Second Life, ils ont eu la son trop tôt. La technologie ne suivait pas. Et elle n'est pas encore là. C'est vrai, mais on n'est pas de plus en plus. Et en plus, c'est exponentiel. Ça arrive de plus en plus vite. Et puis aussi, je pense que d'un point de vue sociétal, on n'était pas prêts non plus. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, ça y est, c'est comme si les planètes, elles étaient en train de s'aligner. Et je reparlais tout à l'heure, j'insistais tout à l'heure sur le côté, il faut que l'utilisateur ait envie. Ben, ça y est, l'utilisateur, il ressent ce besoin et en fait, il ne le ressent pas comme un besoin d'isolement. Au contraire, il le ressent comme un outil pour pouvoir rester connecté avec des gens dont il est séparé. Tu parlais de l'effacement de la notion du temps et de l'espace. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et on a vécu, nous, là, avec la pandémie, en plus, l'effacement de toute relation interpersonnelle autrement que dans ces mondes virtuels. Donc, je pense que ça y est, la techno, elle est prête. La société, elle commence à se dire, et finalement, si c'était complémentaire, mais effectivement, il faut faire attention à ce que tu viens de pas remplacer. Et il y a des grosses boîtes qui se disent, bon ben voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut, on va pas comme Google par exemple, ou Facebook qui s'appelle Meta maintenant, ils font ça là-dedans. C'est parce qu'ils sentent bien aussi que ça y est, ça s'aligne, ça va se faire.
Juste pour aussi me permettre pour répondre un tout petit peu sur ta question aussi. Moi, avant de venir, en fait, je suis allée voir pas mal de gens chez lui en disant la tendance du métaverse. Et je suis surtout allée voir les plus jeunes, parce que c'est ma marotte, donc c'est pas pour nous, c'est pour eux. Et en fait, ce qu'ils me disaient déjà, c'est que ce qu'ils apprécient, eux, c'est que paradoxalement, ça les fait sentir plus en confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas jugés pour qui ils sont, mais pour ce qu'ils font et comment ils contribuent. Et ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Et il y a notamment une jeune femme dont mon frère est handicapé et qui me disait c'est la première fois que je vois mon frère être autant dans l'accessibilité. Il peut faire plein de choses qu'il ne peut pas faire dans la vraie vie. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas faire ces améliorations dans la vraie vie, parce que c'est inadmissible qu'avec un fauteuil roulant, on puisse prendre le métro, on puisse avancer facilement. Mais en tout cas, ce qu'elle me disait comme témoignage, elle m'a donné l'autorisation de vous en parler, c'est pour ça que je le fais, c'est qu'elle sent son frère gagner en confiance jour après jour, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, il est lui, il fait ce qu'il veut comme il veut, et donc ça lui donne plus de confiance en lui, et donc il est capable de sortir après dans la vraie vie, faire des choses qu'il n'aurait jamais osé faire. Voilà. C'est le côté positif, il y en aura certainement, il faut faire une vigilance, mais en tout cas, moi je vois des choses positives. C'est bien vrai, c'est bien. Le déclencheur pour GEM, il y a eu évidemment la pandémie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup basculé très très vite en ligne. Donc à la sortie de la pandémie, Loïc Roche a demandé à Jean-Philippe Renard d'imaginer une nouvelle plateforme qui permet d'assumer tout ça, mais d'aller beaucoup plus loin. Et je crois que c'est comme ça. Non, c'est très bien. Voilà. Il y avait une feuille blanche, presque blanche, et puis il y avait au milieu un gros sujet qui était fait comme cyberpunk. Non, plus de façon plus sérieuse. Loïc nous a dit faites comme dans la banque, disruptez la banque avec une néobanque. Donc, il faut qu'on disrupte avec le campus virtuel l'enseignement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, il y a énormément de raisons pour lesquelles il faut y aller. Il n'y a pas que la distanciation, il y a aussi une meilleure façon d'apprendre. Il y a l'apport de sentiments dans la façon de le faire. Et on espère avoir un énorme impact, notamment sur la partie qu'est-ce que retient l'étudiant. On voit beaucoup d'étudiants qui bachotent, surtout en prépa. Ils sont très forts pour bachoter, ça crache de l'équation à grande vitesse. Sauf que quand on les amène sur l'utilisation de cette équation dans un cas réel, c'est bien plus compliqué. C'est comme s'ils avaient oublié la façon dont on utilise cette équation. Là, on va leur permettre de les faire vivre ça dans un espace dans lequel ils seront immergés et de leur faire comprendre comment est-ce qu'on l'utilise dans le quotidien. Donc voilà, il y a toutes ces raisons qui ont fait qu'à un moment donné, Loïc a dit faites-moi ça et sortez-moi ça au plus vite. C'est une question. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question autour du concept de l'apprenant à vie, le nom live learner. En quoi le métaverse ou le campus virtuel va permettre de donner le coup, de garder le lien pour apprendre. On sait que la durée d'une compétence réduite de plus en plus. Et donc, comment est-ce que, pour garantir une meilleure employabilité de tous, comment est-ce que vous comptez comprendre pour essayer de faire en sorte que ces apprenants, vous les gardez dans la durée et que vous leur proposez des contenus qui leur permettent d'être employables le plus longtemps possible? Le campus, c'est chez vous. C'est l'accessibilité. Tout le monde peut avoir accès à des cours. Lui va être mon plus grand concurrent et aussi mon plus grand partenaire. Vous ne pouvez pas venir en cours parce que vous êtes trop loin, vous n'avez pas le temps de traverser Paris tous les jeudis soirs. Moi, je vais avoir des cours tous les jeudis soirs, mais je vais les rendre visables. C'est l'instrument que vous avez ici. Je les rends accessibles. Et vous pouvez vous connecter ici. Si vous êtes à Shanghai en déplacement ou à Bora Bora en vacances. C'est mieux pour Il faut aussi bien voir en fait dans tous ces domaines. Il y a aussi la responsabilité sociale environnementale. J'étais dans quelques mois pour une mission, ça m'intéressait. Et j'ai entendu beaucoup, j'étais évidemment dans les ventes, j'ai toujours fait ça. Et en fait, j'écoutais des jeunes qui étaient dans des endroits complètement paumés en France. Et au fin fond du Cantal, alors déjà, il y a le problème du transport, prendre un bus pour aller à une gare, quand il y a une gare. Parce qu'aujourd'hui, le Cantal, vous pouvez rouler 40 km, il n'y a aucun transport en commun.
c'est bien la voiture électrique, le développement machin, mais quand vous êtes au milieu de nulle part, les parents qui gagnent très peu leur vie, vous êtes agriculteur ou enfant pareil du Cantal, vous n'avez pas des gros revenus, donc un enfant qui dit je vais faire une école qui va coûter 8 à 15 000 euros par an, c'est quasiment impossible. Puis on parlait du social. En fait, moi je me suis aperçu en écoutant des jeunes qui disaient mais c'est génial, je vais pouvoir faire mon BTS à distance. Ce BTS, il va me coûter moins cher parce qu'il est en ligne par rapport à du présentiel. Je ne vais pas avoir de voiture à payer, ou alors mon père me prête sa voiture, j'aurai la mobilette qui va me payer. Et je vais pouvoir à côté, étudier quand j'en ai envie. Si il y a des gens qui préfèrent se coucher tard, ils se lèvent à 10h du matin, ils vont pas se lever à 8h, ce qui est pas tout pays. Et en fait, on n'est pas obligé de se lever, on fait comme on veut. Et surtout, on peut avoir un boulot à côté, donc on peut gagner sa vie en tant qu'étudiant. Et en fait, le social, c'est les copains, et c'est peuplé, laisser aussi dans nos campagnes et au niveau de nos régions, les gens qui vont être sur place, pouvoir faire des études supérieures, gagner sa vie. Et au final aussi, c'est pas un appartement à louer, donc la construction, Grenoble, on peut le voir à côté de l'école, on a construit des résidences pour étudiants, c'est quand même du foncier qui est mobilisé pour une courte période dans la vie. C'est aussi du transport qu'on va moins consommer, l'essence, on fait 18 centimes, quand elle sera à 2,50 ou à 3 euros, on va voir ce que ça donne. Donc ça s'adresse à un autre type aussi de population. Et on en parlait avec Pedro lors des réunions qu'on a fait pour préparer. C'est le long life learning, c'est aussi de se retrouver peut-être avec ses copains de promo demain, en se disant, tiens, j'ai envie de resuivre un cours, est-ce que ce cours-là t'intéresse cette année? On met son casque, on se met sur la même connexion, et on va suivre le cours ensemble un soir de 19h à 20h, toute sa vie comme ça, en disant, je vais me former là-dedans. Ou des gens qui étaient dans votre filière, ou dans le web marketing. On a préparé un vrai grand catalogue pour vous. Alors pour vous, alumni, évidemment, mais pour tous nos apprenants en ligne. Un catalogue dans lequel il est découpé en blocs de compétences. Donc, vous pourrez nous dire, voilà, moi, je veux adresser ce métier où je viens d'être nommé dans ce métier. Qu'est-ce que ça implique, ce métier? Ça implique d'avoir un certain niveau dans des blocs de compétences. Donc, vous pourrez valider des blocs de compétences comme ayant déjà le niveau sur ces sujets-là et puis compléter vos formations pour être sûr d'être au bon niveau pour la suite. Et ça, tout au long de votre vie. Sur des consommations publicitaires ou sur un abonnement dans lequel vous revenez aussi souvent que vous voulez. Voilà, on va essayer de faire les choses aussi bien. Mais j'avais trouvé sympa un message de vos représentants d'ailleurs qui disait, mais on revient à la maison. Alors, on a envie de revenir à la maison. Proposez-nous du contenu parce qu'on a envie de consommer, on a envie d'être là. Moi, je pense que le contenu, si on propose dans du blog, ça ne marcherait pas. Je pense qu'il faut avoir des approches très, très personnalisées. Et donc, très liées à la data pour aller chercher des parcours, des tracks qui correspondent aux justes besoins des apprenants. Vous pensez à quel métier, par exemple? Tous. Parce que moi, je prends un métier très simple, j'ai pas mal de métiers. Des justes besoins en fonction de mon profil actuel ou projeté. Alors, ça peut être pour certains métiers, mais je prends par exemple, je travaille en pharma, je voyais des médecins généralistes tous les jours. Ils avaient des cours le samedi matin, c'est une formation qui durait 1 an à 2 ans pour faire de la formation continue en médecine. C'était de 8h à midi à Lille. Moi, je suis du Nord, c'était dans la Védon, ils avaient 1h30 de route. Ils se levaient à 5h du matin pour aller suivre des cours. Non, mais on est passé mais là, les sujets d'accessibilité, ça, évidemment. Non, mais au-delà de ça, c'est ce que je veux dire, c'est que certains métiers vont avoir une base commune et d'autres, ça va être vraiment du personnel. Et en fait, moi, je ne connais pas le programme, si je peux me permettre. Effectivement, là, c'est un programme qui si je comprends bien votre remarque, effectivement, le programme est poussé et il est même pour tout le monde, alors qu'en fait, il faut être poussé spécifiquement en fonction de qui vous êtes, ce dont vous avez besoin dans votre vie à ce moment-là, comment vous avez envie de vous développer, etc. Plutôt d'être centré à nouveau sur l'utilisateur, plutôt que centré sur la machine, entre guillemets, qui produit ce contenu. Aujourd'hui, on a un tronc commun avec l'adoption. Dans mes rêves les plus fous, j'ai une IA qui va vous permettre d'aider en fonction de ce qu'on sait de vous, et on saura beaucoup de choses de vous, parce que vous nous direz beaucoup de choses. On sait que vous allez avoir potentiellement besoin de ça, donc on vous poussera un certain nombre de choses en disant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas le bon moment de faire ça? Cette IA va demander un petit peu de temps quand même. Mais avant même l'IA, moi je pense que votre grande force, et tu parlais de faire un niveau avec les géographies, c'est que là vous allez nous mettre, moi ça me fait triper ce truc-là, vous allez nous mettre tous ensemble, on va avoir des sujets communs, des sujets pas communs, moi j'imagine que réunir comme ça des gens, mais ça se fait hyper facilement, et si d'un seul coup, sur mon petit avatar, c'est écrit
je suis une championne de boxe, je te donne des coups quand tu veux de façon virtuelle, je me balade avec ces machins-là, d'un seul coup, il y a 3-4 personnes qui me suivent, et on se met dans une salle virtuelle et on commence à échanger, etc. Et ça, je pense que c'est votre force, parce que déjà d'aller chercher des étudiants à Pékin, moi je suis jamais allée à Pékin, je n'ai jamais fait mes études là-bas, et bien là, j'aurai la chance de pouvoir parler avec des gens qui sont en train de ce moment, même à mon âge, ils sont en train de faire des études, et on va pouvoir échanger tout ça. Et moi, je pense que c'est là votre force aussi, que ça va s'auto-organiser, parce que les gens se retrouveront justement en fonction d'intérêts communs, où on se dira, tiens, c'est quoi ce machin, tu ne connais rien, est-ce que tu ne pourrais pas m'expliquer? Et d'un seul coup, ça va se faire, parce que c'est pour ça que je pense que les outils et les instruments, c'est encore plus important presque que ce que vous mettez à disposition. Alors, les fondations, ça aide à se guider, à se retrouver, mais le côté, mettez-vous tous ensemble, et puis identifiez-vous bien les uns les autres, et puis commencez à faire votre truc, et on n'a pas besoin de le savoir. De notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ça se passe de façon bien, et que chacun s'y retrouve, et puis après, vous décidez. C'est ça. Et on a un gros espoir que vous fassiez beaucoup. Et que vous produisiez entre vous énormément. C'est vraiment ça. Autoproduire. Moi, je dis ça comme le user générative content. Il nous reste 4 minutes, pardon, on va prendre 2 questions. Alors, j'avais une première question. Alors, en fait, Anne a commencé à répondre à la question que je m'apprêtais à poser à Pedro. Parce qu'on parle du catalogue et on parlait d'où je veux. Ça, c'est clair sur le campus virtuel, mais quand je veux, c'est une question un peu différente parce qu'on a aussi parlé ce soir de la communauté. Moi, j'ai un fils qui vient d'être diplômé, ça fait 3 ans qu'il n'est pas là. Et effectivement, il y a la question de la communauté. Donc, ma question pour Pedro, c'était le campus virtuel franco-commun diplômant. Est-ce que dans votre idée, il y a quand même un cadre, c'est-à-dire une communauté qui se retrouve, ou bien on consomme quand on veut, où on veut, et du coup, sauf si ça s'organise tout seul, on perd un petit peu cette notion de... Non, ça continuera sous forme de cohorte, comme vous l'avez connu. On vient de passer 2 années dingues, il faut le dire. 2 années dingues. Moi, j'avais les gamins, ils étaient en M2. J'ai bien vu que voilà, ils étaient en classe sans être en classe, en réalité. Donc, ce tronc commun tel qu'on l'a connu, tel que vous l'avez connu, il continuera. Par contre, ce qui va vraiment apporter le plus, c'est qu'au-delà de ce qu'ils apprennent en standard, ils pourront consommer des choses autour parce que ça leur fait plaisir de le consommer. Parce que peut-être, voilà, je suis dans une filière financière, mais j'ai envie de me spécialiser dans la finance pour la santé. Donc, je vais aller profiter des éléments qui sont de la santé et de tous ceux de la communauté qui sont dans la santé pour me spécialiser dans cette branche-là. Donc, c'est une ouverture beaucoup plus large. Il y aura toujours des profs, il y aura toujours des cours en amphi ou via SciFX. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à un moment donné, vous ayez la possibilité de dire j'aimerais bien entendre le nouveau cours de cette année Vivant Lorraine sur marketing. Donc, je vais pouvoir me connecter via la SciFX au cours et suivre le même cours que les étudiants. Et partager avec eux. C'est complètement en synergie pour l'utiliser avec l'offre traditionnelle. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je pensais que c'était une un extension. Non, c'est une extension, c'est complètement à l'intérieur. Vous pourriez aussi le penser dans l'offre, entre guillemets, parce que ça va être du business aussi, il y a de la concurrence. Poser à un étudiant qui rentre aujourd'hui à HGM, dire qu'il a un abonnement à vie pour la mise à jour de ses connaissances, par exemple, via le campus virtuel. Enfin, il y a des modèles, je suppose, derrière qui sont intéressants. Mais ce qui est clair, enfin, je vais leur demander, je croyais qu'on avait vraiment 2 modèles qui se posaient. Il y a trop soit ce qu'on a en pédagogie, il y a en effet tout savoir-être, savoir autour. C'est là où on parle des communautés. Enfin, on parlait tout à l'heure, Megan, sur de la rentrée de l'année dernière, Laval, enfin, aussi le Laval Group, c'était sympa. Et pour on était 2 anciens à animer ce truc-là, c'était pas aussi sympa que de l'avoir fait en vrai, dans l'amphi. Voilà, donc il faut que ce soit complémentaire parce que ça ne remplace pas, on le voit, on l'a subi, tout le monde dans l'entreprise, on a tous subi ça, on trouvait ça génial parce que ça a répondu à un manque. Mais néanmoins, là, on voit notre enjeu aujourd'hui dans l'entreprise, c'est qu'on crée de la convivialité. Et finalement, les entreprises deviennent plus des trucs à faire des pros, sans vous voulez, quoi, que versus à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on vous a entraîné. Bien, oui. On est à la fin du timing. J'aurais un souhait, c'est que les week-ends d'inté ne deviennent pas virtuels. Ça ne peut pas. Ça doit être un moment de convivialité. Déjà, bravo, merci.